Les proprios ou les concierges nous faisaient visiter, puis comme, ils nous regardaient genre, avec un air incertain, comme, qu'est-ce que tu fais ici, genre? Lou Garot-Mignot est un locataire transmasculin non-binaire. Tu le vois là dans le vibe de la personne, comment te regarde, puis tu le sais que tu l'auras pas, mettons. Là. Il croit que son identité de genre lui a nui dans sa recherche de logement il y a 2 ans. Les proprios, tu sais, ils étaient comme, ah, ça a bien du cachet, non, mais tu sais, je sais pas si genre c'est assez grand pour vous, comme si mon ex puis moi à ce moment-là, on allait pas dormir dans la même chambre, genre. Il venait alors d'entamer l'hormonothérapie et n'avait pas encore changé son nom légal, ce qui, selon lui, l'a exposé à des discriminations. Et les enquêtes de crédit, ça me forçait à me hâter. Puis en plus, j'ai pas un bon crédit. Fait que fait que j'étais comme bon, double outing, là. Dans les dernières années, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, le RECLAC, a remarqué une hausse dans la discrimination au logement pour toutes les populations marginalisées. Son porte-parole, Cédric Dussault. Le rapport de pouvoir les désavantage fortement, de façon générale, n'importe quel locataire. C'est sûr que ça ouvre la porte à un contexte de discrimination qui est omniprésent pour toutes sortes de motifs. Selon lui, c'est devenu encore plus courant depuis l'adoption en février dernier du projet de loi 31, qui permet désormais aux propriétaires de refuser les cessions de bail sans motif sérieux. La cession de bail, pour certaines populations, c'était des fois le seul moyen d'avoir accès à un logement. Parce qu'elles étaient systématiquement discriminées dans leur recherche de logement. La discrimination va parfois même au-delà de la recherche d'appartement. Elle peut s'immiscer dans la relation avec le propriétaire une fois le logement obtenu. Même quand la personne a un logement, il y a des propriétaires qui cherchent à les évincer. Et une des façons d'évincer des locataires, c'est ce que nous, on appelle des pressions indues. Ça peut être du harcèlement, ça peut être une série d'agressions, de microagressions, ça peut être volontairement ne pas répondre aux locataires, aux demandes des locataires, ne pas apporter des réparations qui sont nécessaires. Afin d'éviter d'être discriminés, certaines personnes trans et non-binaires choisissent de dissimuler leur identité de genre. Mais pour Lou Garot-Mignot, il n'était pas question de se cacher. There's no way que je vais me présenter avec mon prénom de naissance, là, genre c'est ben trop violent. En même temps, je comprends tellement les gens qui doivent le faire pour des raisons de sécurité puis pour toutes sortes de raisons, mais je tenais vraiment à rester fidèle à ça. Puis à cause de ça, on s'est fait refuser plein de logements. Là. Lorsqu'une personne estime avoir été victime de discrimination dans sa recherche de logement, elle peut porter plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Maître Répoulin-Ladouceur est un avocat non-binaire spécialisé en droit des locataires. Le processus est relativement simple en ligne pour déposer la plainte en tant que telle. Après ça se corse. Mais donc, il va y avoir une évaluation de la plainte pour voir si il y a matière à faire enquête ou pas. S'il y a matière à faire enquête, donc ça va être transféré à un autre département de la commission. Et là, ils vont recueillir la version des deux parties, tenter de faire une médiation et si c'est pas possible, là, évaluer s'il y a matière à porter plainte devant le tribunal des tribunaux des droits de la personne. Cédric Dussault souligne un autre élément qui ajoute à la complexité du processus. Quand vous visitez un logement puis que vous n'obtenez pas le logement, c'est difficile de dire pourquoi votre propriétaire ne vous a pas nécessairement donné le logement. Puis c'est très difficile de dire et de prouver que c'est parce que vous avez fait l'objet d'une discrimination. Il croit aussi que porter plainte peut parfois sembler une démarche rébarbative, en pleine recherche d'un toit. Nous, quand on fait affaire avec des locataires qui sont victimes de discrimination, c'est très difficile de les convaincre de porter plainte parce que, tu sais, les locataires, ils ont déjà été victimes de discrimination. Passer à travers ce processus-là, c'est long, c'est complexe, puis ça leur donne pas un logement. Pour Maître Répoulin-Ladouceur, les montants accordés en dommages-intérêts sont peu dissuasifs pour les propriétaires. Les faibles compensations n'incitent donc pas les locataires à porter plainte. Je vais jamais dire à mes locataires qu'ils vont faire une fortune en faisant ça. Là. Un autre obstacle, selon lui,
c'est la crainte que la discrimination se poursuive à la Commission des droits de la personne. L'avocat raconte par exemple y avoir été mégenré en tant que plaignant. On veut pas crier à la transphobie non plus. Souvent, ça va être juste des faux pas, mais que ce soit volontaire ou non, ça arrive qu'il y a des personnes de la commission même qui vont mégenrer des gens qui vont faire des plaintes concernant leur identité de genre. Donc, que de porter plainte, c'est de se mettre à risque de se faire revictimiser par le système. Que les locataires décident de porter plainte ou non, une réalité demeure. Les personnes trans et non-binaires ont 2 fois plus de risques de connaître une grande pauvreté et l'itinérance que les personnes cisgenres, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. À nouveau, Maître Répoulain-Ladouceur. Les personnes trans non-binaires vont souvent se retrouver dans l'itinérance cachée, à faire du couchsurfing chez des amis ou à être sous-locataires, donc ils n'ont pas de bail, pas de protection, donc de droit au maintien dans les lieux comme le prévoit la loi. Cette situation d'itinérance entraîne un autre risque, celui d'être victime de violence. Nathan Depère est travailleur de rue pour l'organisme En Marche 12-17. Il a été témoin de la discrimination envers les personnes trans et non-binaires en situation d'itinérance lorsqu'elles vont chercher de l'aide. Donc, je pense à une jeune en particulier qu'on avait envoyé à un hébergement de femmes puis qui s'est fait renvoyer de bord parce qu'elle ne portait pas de jupe. Donc là, il y a une violence aussi qui vient de s'installer parce que cette jeune fille-là n'avait pas accès nécessairement à l'argent nécessaire pour pouvoir se procurer une transition esthétique. Hein, tu sais, quand on parle de transition esthétique, on parle de maquillage, on parle de vêtements, mais il y a beaucoup plus que ça. Et donc, des fois, les jeunes, elles se ramassent à pas être capables nécessairement de répondre à leur volonté de transition esthétique et ça, c'est un frein pour leur accès aux services. Pour éviter ces spirales vers l'itinérance, Cédric Dussault du Reclac revendique une meilleure offre en logement social. Il y avait des projets peut-être de logement hors marché puis de logement social qui seraient spécifiquement dédiés à certaines populations, dont par exemple les personnes trans puis non-binaires. Je pense que ça serait un grand pas en avant. Mais pour Maître Répoulain-Ladouceur, encore faut-il que les ressources soient au rendez-vous. On peut également penser à des OSBL d'habitation, à des coopératives d'habitation, mais encore là, on revient à la même question. Les ressources, l'argent, la volonté politique, puis ça, il n'y en a pas. D'ici là, Lou Garot-Mignot entend s'accrocher à son appartement le plus longtemps possible. Question d'éviter de revivre de la discrimination. Si je pense la prochaine fois que je déménage, j'ai la chienne. J'essaie d'être dans le déni puis de me dire que je vais mourir dans mon appartement. Genre dans le sens de vieillir dedans, là. Un reportage de Salomé Mahari, en collaboration avec Karine Bénézet du magazine L'Itinéraire, pour tous, à Montréal.